tout à l'heure, Michel a bien expliqué les origines idéologiques du juge. Je voudrais dire à quel point la France s'est déshonorée en s'abstenant. La France et l'Angleterre se sont déshonorés pas seulement parce qu'ils ont renoncé à soutenir Israël, mais ils se sont déshonorés parce qu'ils n'ont rien compris au rapport Goldstone. Ils n'ont pas compris que dans quelques années, le Goldstone 2 traduira devant le tribunal pénal international les généraux américains, français, anglais et allemands qui font la guerre en Afghanistan contre les talibans, qui eux aussi sont en civil, qui eux aussi diront qu'ils ne sont responsables de rien, qui dans la journée accueilleront les troupes en leur faisant beau visage pour le soir même prendre les armes et les tuer dans les embuscades. Eh bien, je dis que ce pays, le nôtre, n'était pas seulement contraint de voter comme les Américains, pour une fois plus lucide, mais que c'était l'intérêt de la France de ne pas s'abstenir sur ce rapport, car c'est notre armée elle-même qui est menacée par l'existence du rapport Goldstone. Nous montrons bien que je ne suis pas ici seulement l'ami d'Israël, mais je suis aussi le député qui pense à nos soldats qui se battent dans des conditions extrêmement difficiles en Afghanistan. L'Afghanistan et Israël, c'est le même combat. C'est le combat contre les mêmes, payé par les mêmes, par l'islamisme fanatique, par des talibans qui ne respectent pas la planète, qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ne respectent pas la paix, qui n'ont d'autre souci que la guerre et leurs propres intérêts. Mes chers amis, expliquons aux Français qu'en condamnant Israël, ils se condamnent eux-mêmes. Et cela me conduit tout naturellement à vous dire à quel point nous, députés français, membres du groupe d'amitié France-Israël, nous sommes 140, de toute tendance politique, nous, députés français, depuis plusieurs années, nous sommes confrontés à des difficultés incessantes. Quelquefois, la France va dans le bon sens. Elle a été dans le bon sens il y a 2 ans. Quel enthousiasme d'entendre enfin le président Sarkozy prendre le contre-pied de la politique française habituelle, celle qui est fascinée par le monde arabe, et soi-disant les avantages économiques qu'on pourrait retirer du monde arabe, et dont on ne retire rien. Nous n'avons pas vendu un seul rafale. Malgré toutes les promesses, les Américains qui combattent ce monde arabe, vendent tout le matériel possible et imaginable. C'est dire à quel point les cajoleries et le fait d'aller baiser les babouches de Kadhafi ne servent à rien. Il y a des moments formidables. Celui de la première partie du discours de Nicolas Sarkozy à la Knesset, je dis bien la première partie. Car dans la deuxième partie, vous avez vu arriver nos adversaires qui sont toujours là, permanents, car nous avons en France, hélas, des diplomates qui ont la vie dure. Qui ont la vie dure et qui sont tout seuls au Quai d'Orsay, parlant en notre nom, sans que la nation représentée par l'Assemblée nationale ou le Sénat n'ait la moindre possibilité de les questionner. Voilà un groupe d'hommes intelligents, sans doute, cultivés, qui depuis plus de 50 ans, ils sont 200, font la politique de la France sans rendre compte à personne. Et ont transformé complètement, depuis 1967, la politique d'alliance que le ministère de la Défense avait su donner à la France. Bien voilà qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés en permanence à la résurgence d'un groupe de diplomates aveuglés par la tradition arabe et musulmane et qui négligent complètement en réalité et l'intérêt et l'honneur de notre pays. Et alors nous avons des bavures. Nous avions espéré que le ministre actuel des Affaires étrangères, vous savez, l'ouverture, ça m'a jamais beaucoup plu. Mais j'avais espéré quand même que Kouchner, l'homme du
devoir d'ingérence et du droit d'ingérence. Que cet homme-là, qui avait pendant de longues années proclamé que la liberté, il fallait la défendre, quelquefois même contre les autorités légitimes des pays, que cet homme-là, au fond, irait dans les pas de Nicolas Sarkozy dans le même sens, et que le rapprochement avec Israël qu'avait promis le président de la République serait enfin de droit positif et inéluctable. Hélas. Hélas, le diplomate du Quai d'Orsay à la peau dure. Car il est là, il fait des notes, et encore des notes, et toujours des notes. Et le président et le ministre, par moments, sont fatigués et croient les notes. Et en croyant les notes, eh bien, ils arrivent à dire n'importe quoi. Et je n'en veux comme exemple, je l'ai dit d'ailleurs, je n'en veux comme exemple que quelques phénomènes, quelques épiphénomènes de ces dernières semaines. Voilà que le ministre des Affaires étrangères, parce qu'il est déçu de ne pas avoir été autorisé par Israël à aller dans la bande de Gaza, comme si aller dans la bande de Gaza c'était une promenade de santé, et que parce qu'il s'appelait Kouchner, il pouvait se promener en sifflotant. Voilà que le ministre des Affaires étrangères fait sa crise, et qui dit vraiment que l'État d'Israël c'est un État insupportable puisqu'il ne peut pas se promener en paix. Je caricature à peine. Vous savez la maîtrise du langage que Kouchner a en matière diplomatique. Il a quasiment déclaré la guerre à la radio à l'Iran. Et là, il nous en a sorti quelques-unes. Et encore la semaine dernière, il nous a dit il n'y a pas de parti de la paix en Israël. Il n'y a pas de parti de la paix dans un pays qui vit la guerre depuis 60 ans. Alors que Kouchner vit confortablement dans son fauteuil du Quai d'Orsay, il n'y a pas de parti de la paix dans ce pays qui vit sous le tir permanent de tous les pays qui l'environnent. Et comme par hasard, les Israéliens seraient d'une race particulière qui n'aime pas la paix. Car il est bien connu que ce sont des individus qui n'aiment que la guerre, ils ont des kalachnikovs plein les poches, c'est eux qui ont des kalachnikovs plein les poches, et puis surtout, ils adorent aller à Palestine pour tuer les Palestiniens. Mon Dieu, quand j'ai rencontré la semaine dernière, en tête à tête, j'en suis très fier, car je l'estime, c'est un véritable homme d'État. Quand j'ai rencontré le Premier ministre israélien, avant qu'il rencontre Nicolas Sarkozy, je ne lui ai recommandé qu'une chose au nom de mon groupe France-Israël, la fermeté. La fermeté, car je sais que le président de la République a une affection de cœur pour Israël. Je n'en doute pas, jamais le président n'a commis des actes en parole et en actes à l'égal et à l'équivalent de son ministre. Eh bien, je me suis aperçu que, ma foi, je n'en suis pas le seul responsable, tout d'un coup, Kouchner, en l'espace d'une semaine, trouvait que les colonisations, au fond, n'étaient plus un préalable nécessaire à la discussion internationale. Je me suis dit miracle qui n'a rien de miraculeux. En réalité, je crois que le président de la République a dû passer par là, et il y a eu sans doute des discussions assez sévères. Et la fermeté a payé. Car la fermeté paye toujours. La fermeté paye toujours sur les diplomates. Les diplomates ne comprennent que le discours politique. Et le discours politique de fermeté à leur égard. Nous ne sommes pas au service du Quai d'Orsay. Ils sont au service de la France. C'est-à-dire à notre service. Chers amis, un jour viendra, et je pense que le président actuel de la République en est conscient, mais n'hésitons pas à le critiquer lorsqu'il le faut. N'hésitons pas à sanctionner quand il le faut. Le président de la République a une affection pour Israël qu'il le prouve. Qu'il le prouve sur les négociations de paix. Qu'il le prouve sur Jérusalem. Et qu'il arrête la deuxième partie du discours de la Knesset et se limite à la première. Et je voudrais pour finir ce discours un peu rocailleux. Il faut dire que hier soir, la présidente de Libye nous a largement abreuvé et que la voix s'empathie.